Il y a une grande différence entre les deux sites. Le Grand Canyon a été creusé par une rivière qui s'est frayé un chemin à travers de nombreuses couches de roches. Or, il n'y a pas de rivière au fond du canyon de Monterey. Alors, comment est-il apparu ? Par endroits, les gorges reposent sous 3000 mètres d'eau. Cela explique à quel point il est difficile de comprendre leur formation. Mais les chercheurs et les techniciens du MBARI développent de nouvelles méthodes pour travailler en eau profonde. Ils disposent déjà de plusieurs véhicules télécommandés, des ROV, qui sont capables d'atteindre le fond du canyon. Ils y subissent une pression 300 fois plus grande que sur Terre. Ces véhicules renvoient des images à la surface et sont contrôlés à partir du bateau pour mener différents types d'expériences. Les résultats commencent à apporter des éléments de réponse à une question essentielle: pourquoi ce canyon est-il ici? Comment une fosse d'une telle taille a-t-elle pu se former? Pour le savoir, les scientifiques doivent étudier les événements qui se sont produits au fond de cette vallée sous-marine. Ils vont donc prélever des échantillons de sédiments. Atteindre le fond du canyon est loin d'être facile. Puis, il faut enfoncer un tube dans le lit de sédiments pour effectuer un prélèvement. Le ROV est un engin qui flotte. Si on va au fond du canyon et qu'on lui demande d'enfoncer des tubes dans le sol, le mouvement va le repousser vers le haut. Pour éviter ça, on a monté à l'avant du ROV un appareil de prélèvement qui s'appelle un vibracore. Dans son caisson, l'engin vibre et s'enfonce dans le sol marin sous le poids de sa lourde structure métallique. La méthode fonctionne à merveille et Charlie Paul a ainsi pu extraire des échantillons qui lui ont fourni des renseignements précieux. Ces prélèvements montrent en effet que le sol du canyon est constitué d'un mélange de sable et de cailloux, ayant certainement pour origine une perturbation majeure qui a dû se produire dans le canyon. Charlie pense que des avalanches de sable et de cailloux doivent souvent se déclencher. C'est peut-être l'un des phénomènes qui a contribué à creuser cette énorme structure. Tant de matériaux roulent au fond du canyon qu'on peut même les voir sur les relevés au sonar. Un gigantesque tas de débris s'accumule à son entrée, ce qui est reproduit en violet sur la modélisation informatique. Ces débris proviennent des côtes de la baie de Monterey. Les vagues charrient du sable et des cailloux vers le milieu de la baie, à l'endroit où se situe l'entrée du canyon. Quand l'amas devient trop important, il provoque un écoulement sous-marin à la base du canyon. Mais ces événements se produisent si vite que Charlie a du mal à recueillir les données nécessaires pour comprendre ces phénomènes. Voilà pourquoi les équipes du MBARI développent de nouvelles méthodes pour procéder à une surveillance permanente du canyon. Des bouées de surface sont connectées par des câbles en fibre optique à des instruments placés tout au fond du canyon. Des panneaux solaires et des éoliennes génèrent de l'électricité pour faire fonctionner ces instruments. Et les données qu'ils recueillent sont ensuite retransmises par satellite jusqu'à la côte. On a la chance de disposer de nombreux points de prélèvement de données qui vont nous fournir des informations sur ce qui se passe dans la colonne d'eau pendant que ces événements se produisent.
Cela fonctionne si bien que le MBARI travaille actuellement sur un système qui permettra d'être en liaison permanente avec les profondeurs marines. Craig Doe est le technicien en chef chargé d'un projet visant à installer des câbles électriques et de transmission de données de la côte jusqu'au fond de l'océan. Ils alimenteront une station scientifique où les chercheurs pourront faire leurs expériences 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On produit 10 000 watts pour 8 terminaux scientifiques situés à 50 km à l'ouest de cette zone et à 100 mètres de fond. Cette base scientifique sera bientôt opérationnelle et aidera les chercheurs à mieux comprendre le fonctionnement du canyon. Elle leur permettra également d'étudier de plus près les créatures qui vivent à ces profondeurs. En vidant l'océan de ses eaux, on expose des paysages comme celui du canyon de Monterey, habituellement caché sous des milliards de litres d'eau froide et sombre. Les créatures qui y vivent n'ont jamais vu la lumière du soleil. Elles passent leur vie dans un noir d'encre. Pourtant, certaines créatures ont réussi à contourner ce problème à leur façon, en produisant leur propre lumière. On appelle ce phénomène la bioluminescence. Edith Wieder étudie la bioluminescence depuis des années dans son laboratoire, mais aussi au fond de l'océan. La bioluminescence est une chose qu'il faut voir pour la croire. Elle a changé le cours de ma carrière. La première fois que j'ai plongé en eau profonde jusqu'à 300 mètres et que j'ai allumé mes lumières, j'ai été sidérée par la quantité de lumière que je voyais. C'était un des plus beaux spectacles, un véritable feu d'artifice. Ensuite, j'ai inventé une technique. Je place un écran devant le submersible et je suis munie d'une caméra ultra sensible qui est dirigée vers cet écran. Quand le sous-marin se déplace, les créatures qui vivent là se cognent dans l'écran, ce qui stimule leur système luminescent. Plusieurs types de créatures produisent de la lumière pour diverses raisons. Si vous avez déjà essayé de trouver de la nourriture dans l'obscurité, vous devez savoir qu'avoir une lampe torche est très pratique. Certains animaux ont donc des lampes intégrées. D'autres utilisent des leurres lumineux pour attirer leur proie ou encore pour attirer leurs partenaires, comme le font les lucioles sur la terre ferme. Mais certains animaux utilisent ces signaux lumineux pour une raison plus étonnante, qu'Edith a baptisée le système d'alarme. Les animaux utilisent parfois la luminescence pour se défendre. Ils attirent l'attention d'un grand prédateur qui pourra peut-être attaquer le plus petit qui les menace directement, leur permettant ainsi de s'échapper. Certaines petites méduses peuvent produire une lumière visible à 100 mètres de distance. Cela va attirer de gros prédateurs qui n'auront pas envie de manger cette petite proie, mais plutôt le prédateur qui la menace. Ce système d'alarme a inspiré à Edith une idée qui va lui permettre d'étudier la vie en eau profonde d'une façon totalement nouvelle. Son plan consiste à relier cette structure à la base scientifique du canyon de Monterey. Mais pour être sûr que son idée fonctionne, elle a dû d'abord la tester. Edith et son équipe ont donc implanté leur système dans le golfe du Mexique. La structure est chargée d'appâts censés attirer les charognards. Je voulais aussi construire un leurre optique, quelque chose qui attirerait les animaux de très loin. On a donc réalisé cette méduse électronique qui imite le système d'alarme de certaines méduses bioluminescentes. Et ça a fonctionné à merveille.
La structure a été déposée au fond de l'océan par un submersible, dans l'obscurité totale. Une caméra à faible intensité pouvait observer les animaux sans qu'ils soient aveuglés par les phares puissants du sous-marin. Avant même que le sous-marin soit revenu à la surface, les appâts attiraient déjà des charognards. Très bien, mon gars. T'inquiète pas, on va revenir. Puis j'ai activé pour la première fois la méduse électronique munie de son système d'alarme et la roue lumineuse s'est mise à tourner. 86 secondes après que je l'ai mise en marche, nous avons enregistré la présence d'un calamar de 2 mètres de long, qui est tellement nouveau pour le monde scientifique qu'on ne peut pas encore le rattacher à une famille connue. C'est génial! L'occasion qui s'offre à nous d'explorer le site du canyon de Monterey est vraiment fantastique. Car ici, on est en prise directe avec le fond de l'océan. Et grâce à notre équipement, on peut effectuer en eau profonde le même type de travail que celui qu'on fait actuellement sur la terre ferme. Le canyon de Monterey, ses paysages et sa faune nous donnent juste une petite idée de ce que nous allons découvrir au cours de notre voyage dans les profondeurs océaniques. Nous allons abaisser à nouveau le niveau de l'eau et nous éloigner des côtes pour nous diriger vers le centre du bassin océanique. Une autre zone qui a déjà été cartographiée en détail se trouve au milieu de l'océan Pacifique. C'est la chaîne insulaire de Hawaï. À l'extrémité orientale de la chaîne se trouve la Grande Île. L'un des pics de Hawaï, le Mauna Loa, est le plus grand volcan bouclier du monde. Il s'élève à 4170 mètres au-dessus du niveau de la mer. La Grande Île est encore très active. Le Kilauea, un autre volcan qui se trouve sur l'un des flancs du Mauna Loa, est en éruption depuis 25 ans. Une grande partie de l'île est recouverte de coulées de lave récentes. Cette nouvelle terre est lentement colonisée par de la végétation. Même au-dessus des flots, la Grande Île est très impressionnante. Mais quand on abaisse le niveau de la mer, on prend vraiment conscience de sa taille. La Grande Île est vaste, mais sans l'eau qui l'entoure, elle semble minuscule comparée à ces falaises sous-marines. Si on la mesure en partant de sa base, c'est la plus grande montagne du monde. Elle dépasse l'Everest de près de 1200 mètres. Quand on regarde la Grande Île d'en haut, ce qui était impossible avant aujourd'hui, les crêtes de ces volcans massifs se perdent parmi les reliefs du reste de la montagne, habituellement cachés par l'océan. Mais si nous visitons la Grande Île, ce n'est pas seulement en raison de sa taille. Les îles hawaïennes et le sol sous-marin qui les entoure ont été cartographiés de façon si précise que John Smith, chercheur au laboratoire de recherche sous-marine de Hawaï, peut utiliser son ordinateur pour voler autour de ces îles, au-dessus comme au-dessous de l'eau. Ces études topographiques révèlent la présence d'un petit volcan sous-marin, un lo'i'i, qui pousse sur les flancs de la Grande Île. Ici, on a un volcan sous-marin, un lo'i'i, un volcan actif qui est situé à environ 30 km au large de la côte